Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chapitre d'histoire, la mise en œuvre du projet républicain. Nous sommes toujours dans notre première partie, l'enracinement de la République. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom plus particulier sur l'établissement d'un régime républicain. La forme constitutionnelle du régime n'est pas encore fixée. Les monarchistes défendent l'idée d'une restauration, mais leur candidat au trône, le comte de Chambord, refuse l'adoption du drapeau tricolore. Cette position intransigeante empêche un large rassemblement autour de sa personne. Adolphe Thiers, désigné président de la République par la Chambre des députés, jette les bases d'une république conservatrice. Au printemps 1873, les monarchistes écartent Thiers du pouvoir et portent à la présidence l'un des leurs, le maréchal MacMahon. Patrice de MacMahon, noble, royaliste et militaire de carrière, participe à la répression de la Commune de Paris. Rassurant les royalistes et partisans d'une république autoritaire, il est élu président de la République en 1873. Il démissionnera en 1879. Le nouveau gouvernement impose le programme conservateur de l'ordre moral qui promet de renouer avec les valeurs de l'Ancien Régime. L'ordre moral est la coalition des partis de droite au pouvoir 1873 à 1879, proposant un programme conservateur et surtout la restauration de la monarchie. Afin de préparer le retour d'un roi, la loi sur le septennat est votée. Cette loi fixe le mandat du président de la République à 7 ans. Les victoires républicaines, lors de nombreuses élections partielles, contrarient les projets royalistes. L'opinion publique évolue. La souveraineté populaire tranche en faveur de la République, qui s'impose comme le régime de la stabilité. Début 1875, un compromis entre républicains opportunistes et monarchistes libéraux aboutit au vote des lois constitutionnelles qui fixent son fonctionnement. Vous avez ici les articles 1er et l'article 2 des lois relatives à l'organisation du pouvoir public datant de 1875. Voici un schéma qui résume les précédents articles. Le président de la République est élu par 2 assemblées, le Sénat, nouvellement créé, et la Chambre des députés. Le régime prend alors une forme parlementaire. Nous allons maintenant aborder les spécificités du régime de la Troisième République et notamment la percée républicaine. Cet ensemble de schémas figure en hémicycle les résultats des élections législatives durant les débuts de la Troisième République. Ils permettent de repérer rapidement l'état des forces politiques en présence et donc les opinions politiques des Français dans les premières années du régime. L'importance du vote monarchiste en 1871, représenté ici en bleu, s'explique à la fois parce que les candidats de ce bord politique se sont présentés sur un programme de paix, et parce que les ruraux, qui forment une grande majorité des citoyens, se méfient encore de la République. Les schémas suivants montrent la progression rapide du vote républicain, ici représenté en rose. Dès 1877, les républicains sont majoritaires à l'Assemblée et peuvent dès lors former leur gouvernement. Le pays confirme son attachement au nouveau régime. Les républicains l'emportent largement lors des élections législatives de février 1876. Puis, à nouveau, en octobre 1877, alors que MacMahon et les monarchistes tentent de reprendre la main par la dissolution de la Chambre des députés. MacMahon démissionne en janvier 1879, remplacé par le républicain modéré Jules Grévy. Jules Grévy fut avocat avant d'entamer une carrière politique suite à la Révolution de 1848. Hostile à la déclaration de guerre à l'Allemagne en 1870, il se range après la défaite parmi les républicains modérés. Il devient président de la République en 1879, est réélu en 1885 et conserve ce poste jusqu'en 1887, date à laquelle il est obligé de démissionner suite au scandale du trafic des décorations. Le gendre de Jules Grévy, Daniel Wilson, un député républicain d'Indre-et-Loire, est particulièrement ambitieux. En effet, depuis quelques années, l'homme a mis en place un petit commerce très fructueux avec son ami, le général Caffarel. Ils reçoivent de belles sommes d'argent d'hommes vaniteux et en échange usent de leur influence pour leur octroyer une décoration. Une légion d'honneur se négocie entre 25 000 et 100 000 francs d'alors. En tout, 23 000 demandes de décoration lui seraient parvenues. En juin, les 2 assemblées quittent Versailles pour regagner Paris, suite d'une situation pacifiée. Les premiers symboles républicains manifestent cette victoire, notamment l'adoption de la Marseillaise comme hymne national. L'image de Marianne, comme symbole républicain, se diffuse. Comme à Paris,
où le gouvernement commande une statue de la République pour la place parisienne du Château d'Eau, rebaptisée place de la République. Afin d'étudier plus en profondeur le symbole de la République qu'est Marianne, je vous conseille très fortement d'aller dans votre manuel, page 146-147, il y a toute une double page sur ce sujet. Nous allons maintenant voir comment la République enracine ses valeurs dans le pays. L'école permet d'inculquer les valeurs républicaines, car elle touche des générations successives de Français. Le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, fait voter en 1881 et 1882 des lois scolaires qui rendent l'école primaire publique, obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 13 ans, désormais égaux devant l'instruction. Ce tableau s'intitule La Tache noire et a été réalisé vers 1887 par Albert Bétanier. Cette huile sur toile représente une salle de classe vraisemblablement située à Paris, compte tenu de la carte accrochée au mur au fond. Un instituteur montre avec sa règle les provinces perdues sur une carte de France à un élève. Cet élève porte un uniforme de bataillon scolaire. Cette formation, organisée par Paul Bert, ministre de l'Instruction publique en 1881, permet aux élèves de s'exercer à la marche, au tir et au maniement des armes. Le culte de la patrie est entré à l'école et les instituteurs ont pour ambition de faire de leurs élèves des patriotes sincères. On distingue dans le fond de la classe un râtelier de fusil et, derrière le bureau du maître, un tambour. Cette ambiance martiale est renforcée par la présence de l'élève habillé en blanc qui porte la croix de la Légion d'honneur, ce qui laisse supposer qu'il fut un héros. L'ensemble de ces éléments rappelle le rôle que joue l'école dans l'entretien d'un désir de revanche. Voici un extrait des programmes scolaires datant du 28 mars 1882. Les programmes sont centrés sur les progrès de la raison, les sciences, la France, sa langue et sa géographie, et les apports de la Révolution française, à travers l'étude de l'histoire. Cependant, nous pouvons remarquer ici que les programmes scolaires des filles et des garçons sont différents. Alors que les programmes des garçons s'orientent vers les exercices militaires, ceux des filles s'orientent vers les travaux à l'aiguille. Cette version du Petit Lévis, premier manuel d'histoire nationale, offre une version condensée pour les classes de primaire de l'histoire de France. Elle est issue des travaux d'Ernest Lavis, qui sert de bréviaire à tout le corps enseignant de la jeune République. C'est ce contexte qui fait de Lavis l'instituteur national. Durement touché par la défaite de 1870, l'historien n'aura de cesse, dans ses responsabilités ministérielles, intellectuelles et universitaires, de réanimer la flamme patriotique à travers l'enseignement du passé national. La vision morale de l'histoire nationale inculquée par l'auteur se développe dès la couverture. L'élève peut alors s'imprégner immédiatement de la formule célèbre de l'historien qui insiste sur l'amour de la France, sa beauté et sa grandeur. Le suffrage universel masculin devient un moment clé du régime républicain. Alfred Brantôt a voulu ici représenter un bureau de vote en 1891 à la mairie des Lilas. Le buste de Marianne et le drapeau tricolore sont en bonne place et visibles par tous. Le peintre caractérise des types sociaux différents. De dos, au fond à gauche, un commerçant artisan est représenté avec son tablier blanc. Au second plan, au centre, avec un canotier et une ceinture de laine rouge, on peut observer un ouvrier. Enfin, à l'arrière-plan, un bourgeois aisé portant un chapeau haute forme noir. À travers cette mise en scène, on peut comprendre que les Français font l'apprentissage du débat d'idées lors des campagnes électorales, mais le suffrage est uniquement masculin. Les femmes en demeurent totalement exclues. Cependant, certaines, comme Léontine Armand de Caillavet, tiennent des salons littéraires et politiques fréquentés par l'élite intellectuelle et mondaine. On peut croiser dans ce salon Georges Clemenceau, Raymond Poincaré ou encore Marcel Proust, Sarah Bernard, Colette et Marie Curie. La politique de diffusion d'une culture républicaine se poursuit. Des symboles et des célébrations facilitent l'identification des Français à ce nouveau régime. En 1880, le 14 juillet est adopté comme fête nationale annuelle. Bal populaire, remise de prix scolaires et inauguration de bustes de Marianne sont organisés à travers tout le pays. La mairie, dont la présence est rendue obligatoire dans chaque commune par la loi du 5 avril 1884, devient le lieu privilégié de la démocratie locale, le lieu de la République. La mairie et l'école publique
sont souvent construites dans le même lieu, dans le même bâtiment, comme c'est visible ici sur cette carte postale représentant la mairie et l'école d'Arcy-sur-Cure dans l'Yonne à la fin du XIXe siècle. Quant aux funérailles de Victor Hugo en mai 1885, elles sont transformées par le régime en une grande communion patriotique républicaine. Afin de faire un zoom sur les funérailles nationales de Victor Hugo en 1885, je vous enjoins à aller page 150-151 de votre manuel. Je vous demanderai alors de rédiger un texte. Vous êtes un étranger et témoin de l'événement. Décrivez les funérailles et expliquez pourquoi l'État et la population ont rendu un tel hommage à Victor Hugo. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Travaillez bien et passez une belle journée.